Ah, c'est incroyable les garçons, regardez comme il y a beaucoup de neige ici au Québec. Mais tu vas t'habituer, Sabin. C'est toujours comme ça au Québec. Même que je dirais que cette année, il y en a beaucoup moins que d'habitude. Ça alors, je suis surpris. Mais que font les Québécois avec tant de neige? Ceci est une très bonne question. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de belles pistes de ski pour leur permettre de se divertir. Ah oui, comme au Mont-Tremblant ou au Chic-Choc en Gaspésie. Oui, le ski est très intéressant, mais je dirais que la motoneige est un loisir beaucoup plus palpitant. Ah, mais oui, la motoneige! Alors, vous l'aurez compris, nous allons parler sur la motoneige aujourd'hui, notamment sur sa place dans la culture québécoise, son histoire, sa technologie, sur le monde de la compétition et d'événements d'actualité liés à ce sport. Donc, commençons par un peu de culture. Pour les Québécois, la motoneige est un loisir qui apporte beaucoup de retombées économiques dans plusieurs régions éloignées. Et ce, depuis le début des années 70, quand l'industrialisation des motoneiges a commencé à prendre plus d'ampleur. Le Québec est bondé de sentiers destinés à cette activité. Nous pourrions même dire que la motoneige est une partie intégrante de la culture québécoise. Lorsque l'on pense à la culture québécoise, une des premières choses qui nous traverse l'esprit en premier lieu est le sirop d'érable. Dans une cabane à sucre, les motoneiges sont utiles pour plusieurs choses qui nécessitent un déplacement, comme aller entailler ou récupérer les chaudières les plus éloignées. Autrefois, les ostréiculteurs utilisaient des chevaux, moyen de transport devenu archaïque avec l'arrivée des motoneiges à grosse cylindrée qui se déplacent rapidement et qui ne s'épuisent jamais, contrairement aux êtres vivants. Comme véhiculé communément, la machine a gagné l'homme. Dans ce contexte, la machine a aussi gagné les chevaux. Dans la ville d'Amos en Abitibi-Témiscamingue, une randonnée annuelle de motoneige antique est organisée. Cet événement se nomme la Virée légendaire, une occasion pour les passionnés de se remémorer les débuts de leur sport et aussi une partie de leur patrimoine. En temps normal, des rassemblements de motoneigistes se retrouvent en avant des hôtels, bars et restaurants du Québec pour déguster une bière, prendre un repas ou passer la nuit avant de continuer leur promenade. Il n'est donc pas rare de voir des scooters de neige garés en avant de ces bâtiments. Ce sport est possible grâce au club de motoneige. Un club de motoneige est une organisation de bénévoles qui, d'année en année, s'occupe de l'entretien des sentiers et de la machinerie nécessaire. Dans la province, plus de 200 clubs dans différentes régions rendent cette activité possible. Pour en savoir plus sur l'objectif des clubs, nous allons aller à la rencontre d'un des directeurs d'un des clubs de motoneige. Donc, nous revoilà. Nous sommes accompagnés de le directeur du club des Marsauteurs. Stéphane, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, mon brave. Et vous? Oui, tout va très bien pour moi. Donc, je me demandais, Stéphane, depuis combien de temps vous impliquez-vous au sein des Marsauteurs? Depuis 5 ans. Parfait, merci beaucoup. Et à quoi exactement consiste votre travail de directeur au sein des Marsauteurs? Le travail de directeur consiste à s'occuper des budgets, s'occuper du lavage des sentiers, du coupage de branches et de la signalisation. Parfait, merci beaucoup. Je me demandais, quelle est exactement la mission des différents clubs tout autour du Québec et en quoi sont-ils si importants? S'occuper de l'entretien des sentiers à l'aide de bénévoles. Ah, merci beaucoup. Si je comprends bien, tout le monde a la motoneige sur autour des clubs. Bien. Et des bénévoles. Et des bénévoles, exactement. Parce que sans bénévoles, il serait impossible de se déplacer en sentier. Ah, merci beaucoup de m'informer de cette chose-là. Une dernière question. Seriez-vous prête à dire que tout le monde de la motoneige serait impossible sans l'appui des différents bénévoles? Exactement. Les bénévoles donnent beaucoup d'heures de leur temps pour leur sport. Merci beaucoup, Stéphane, pour votre temps. Je vous souhaite une joyeuse journée et aussi beaucoup de neige pour votre saison de motoneige. Maintenant, allons voir notre ami québécois Eric pour l'histoire de la motoneige. Saviez-vous que la motoneige a été inventée au Québec? Oui, oui, la merveilleuse histoire a commencé au Québec et laissez-moi vous la raconter. Bon, commençons par le tout début. L'homme derrière cette magnifique invention est Joseph Armand Bombardier. Né le 16 avril 1907 à Valcourt, il grandit sur une petite ferme avec l'idée de devenir plus tard un grand inventeur. Il démarre ainsi son petit garage en 1926, qui deviendra Bombardier. Il y développe notamment l'autoneige, une de ses inventions la plus célèbre. Il faudra cependant attendre jusqu'en 1959 pour voir apparaître son premier modèle de motoneige, le skidoo.
Étant une énorme révolution sur les déplacements hivernaux, le skidoo fut tout de suite très populaire et un très bon vendeur. Mais ne vous trompez pas, lorsque je dis skidoo, je parle du modèle. Parce que ce qui est aujourd'hui un synonyme de motoneige était à la base le nom du premier modèle de bombardier. Ça démontre assez bien sa popularité. En fait, c'est un peu comme Frigidaire avec les réfrigérateurs. Mais Eric, les premières motoneiges étaient pas plutôt les aérosani inventés en Russie vers 1908? Certes, ces véhicules étaient destinés à se déplacer plus rapidement dans la neige et ont été inventés bien avant le skidoo, mais ils n'ont quasiment aucun point commun avec la motoneige moderne. En effet, ils se déplacent sur 4 skis et propulsés par une hélice d'avion à l'arrière, et la position de conduite est aussi très différente, puisque vous êtes assis comme dans une voiture et avez autour de vous ce qui peut s'apparenter à un cockpit. Tandis que le skidoo, commercialisé par Joseph Armand Bombardier, ressemble beaucoup plus au motoneige d'aujourd'hui. En effet, lui était propulsé par une chenille à l'arrière et avait 2 skis à l'avant pour le diriger. C'est donc pour ça qu'on considère Joseph Armand Bombardier comme le véritable père de la motoneige moderne. Malgré son décès en 1964, son entreprise, elle, a perpétué. Elle existe encore aujourd'hui, seulement elle a changé de nom. Elle s'appelle aujourd'hui BRP. Vous la connaissez peut-être aussi sous le nom de Can-Am. Et encore aujourd'hui, elle continue d'évoluer et reste un des plus grands vendeurs de motoneige au monde. Le Québec, c'est froid quand même. Oh, vous voilà. Ah bah les copains, regardez ce que j'ai réussi à me dégoter. Bon, c'est un vieux modèle, mais ça reste quand même une très belle motoneige. Allons voir ce qui se cache sous ce capot. Du coup, ici, on a les 2 bougies. Ces dernières serviront à faire brûler l'essence envoyée par ces 2 carburateurs afin d'actionner le piston. Lorsque le motoneigiste appuiera sur l'accélérateur, l'embrayage va venir se placer contre la courroie qui fera ensuite avancer la motoneige. Chaque motoneige est munie de 2 skis, sous lesquels une lame est placée afin de diriger la motoneige. Et puis finalement, chaque motoneige est disposée d'une chenille sur laquelle il est placé des crampons pour un max d'adhérence dans la neige. Cela fait 62 ans que la première motoneige a été inventée, donc vous pouvez vous douter qu'elle a beaucoup évolué. Avec le temps, 3 grandes catégories de motoneiges se sont créées. Il y a les motoneiges utilitaires, conçus pour le travail, les motoneiges d'hors-piste, conçus pour s'aventurer dans la neige profonde, et puis les motoneiges de piste, conçus pour se balader dans les sentiers avec un passager. Parlons maintenant de 2 nouvelles technologies dans le monde de la motoneige. Comme mon très cher confrère a pu vous apprendre plus tôt, c'est Bombardier qui ont créé la première motoneige. Bombardier ont leur propre moteur à eux, les Rotax. Voici une image du tout premier moteur de motoneige au monde. Cette compagnie qui ne cesse d'impressionner et de satisfaire leur clientèle adepte de motoneige ont pu grandement surprendre les amateurs d'hors-piste cette année avec leur tout nouveau Rotax E-Tech 850 Turbo. Le tout premier moteur 2 temps turbo compressé à avoir été conçu et fabriqué en usine. Mais dis donc, Savant, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Ah, mais très bonne question, Jimmy! Il faut tout d'abord savoir que les motoneigistes d'hors-piste s'aventurent dans les montagnes car ce sont les endroits où il y a le plus de neige profonde. Il faut aussi savoir que l'altitude des montagnes fait obstacle à la puissance. C'est pourquoi beaucoup de motoneigistes se tournent vers des entreprises secondaires afin de combler ce manque de puissance. Ils le comblent à l'aide de turbos
devrais-je plutôt dire turbocompresseur. C'est donc pourquoi un moteur déjà très performant, en plus muni d'un turbocompresseur, réjouira beaucoup d'adeptes. Parlons maintenant d'une motoneige entièrement électrique, fabriquée par 3 Québécois. Totalement électrique? Comment est-ce possible? Mais peut-on la comparer aux autres motoneiges sur le marché? Oui, oui! Cette motoneige qui a vu le jour ici au Québec, créée par 3 étudiants de l'Université McGill, est une révolution dans le monde de la motoneige. Ce véhicule capable d'effectuer un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et ayant une autonomie de 140 km fait beaucoup parler les adeptes de ce sport qui sont d'ailleurs très curieux à l'idée d'une motoneige entièrement électrique. Non seulement parce qu'elle est capable d'effectuer un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, mais aussi car elle est très silencieuse et elle nécessite aucun entretien. Bon, on parle quand même d'une motoneige à 15 000 $ américains avant taxe, mais cela ne change rien au fait qu'elle a un très grand potentiel dans le monde de la motoneige. Très intéressant! Et maintenant, retournons voir Eric pour le monde de la compétition. Oui, parfait, Jimmy. Et justement, si nous, les consommateurs normaux, apprécions toute la technologie dont Sabin vient de parler, ceux qui se régalent vraiment sont ceux qui font de la compétition. Parce que oui, ça existe la compétition de motoneige, et tant au niveau professionnel qu'amateur. Laissez-moi vous en démontrer quelques-unes. Bon, le freestyle. Cette discipline, où l'on se lance d'une rampe pour faire différentes figures aériennes et atterrir quelques dizaines de mètres plus loin. C'est probablement la plus dangereuse, parce que vous vous retrouvez parfois la tête à l'envers à une bonne vingtaine de mètres du sol. De plus, l'atterrissage peut vous sembler mou, mais pourtant il est presque autant dur que de la glace. Donc atterrir sans être sur votre motoneige peut parfois vous être fatal. Aussi, il y a l'ovale de glace. Cette discipline consiste à retourner en rond à des vitesses pouvant atteindre 170 km/h sur une piste complètement glacée. Aussi, les motoneiges utilisées sont complètement modifiées, puisque les skis sont semblables à des patins à glace et la chenille comporte des clous sur toute sa longueur pour une meilleure traction. On les compare souvent aux Formule 1, et avec raison. Bon, ensuite, il y a le drag, ou l'accélération. Ça peut paraître simple à première vue d'accélérer en ligne droite, mais c'est pourtant très difficile. Oui, parce que c'est ça le drag. Accélérer à fond sur une ligne droite et tenter d'arriver au bout le plus rapidement possible. Les forces qu'on ressent lors de l'accélération presque instantanée de ces motoneiges peut parfois rendre le contrôle très difficile. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des coureurs perdre le contrôle. Comme les motoneiges d'ovale sur glace, les motoneiges de drag sont complètement modifiées. Allégées au maximum, et elles aussi ont des clous sur toute la surface de leur chenille pour une meilleure traction. L'un des avantages de ce sport est qu'il peut être pratiqué en été comme en hiver, puisque l'événement peut avoir lieu sur la neige, le bitume et parfois même sur la terre. Finalement, il y a le snowcross. En fait, le snowcross, c'est un peu comme le motocross, mais sur une piste en neige. Donc, il y a des virages, des lignes droites, des bosses et des sauts. Au départ, environ 10 concurrents qui veulent tous franchir le premier virage en première position. Autant dire que c'est le chaos. Après quelques tours, les concurrents commencent à se distancer l'un l'autre. Donc, la course devient un peu moins chaotique. Mais le plus dur reste à venir, puisqu'il faut maintenant faire plusieurs dizaines de tours sur une piste qui se dégrade de plus en plus. En effet, les crampons, qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 6 cm, creusent dans la neige à une vitesse surprenante, surtout lorsqu'ils sont propulsés par un puissant moteur.
Le snowcross est probablement l'événement le plus populaire au sein du public, avec des événements qui parfois atteignent jusqu'à 10 000 spectateurs. Donc, finalement, avec toutes ces compétitions qui sont tous très différentes l'une de l'autre, il est presque impossible de ne pas en trouver une qui nous plaît. Alors, avec tous ces sauts et ces courses à vive allure, il doit bien avoir des dangers reliés à cette activité? Ah mais oui, les copains, il y a la vitesse, mais ce n'est pas le seul facteur. La plupart des décès liés à la motoneige se passent en hors-sentier. Ah, bien évidemment, je ne suis pas surpris. Effectivement, le hors-sentier est une pratique assez dangereuse et téméraire. Bon, il ne faut pas généraliser. Ce ne sont pas toutes les pratiques de hors-sentier qui sont si dangereuses. Les plus grands dangers se retrouvent sur les étendues d'eau. C'est pourquoi il est très important de suivre les balises lorsque l'on sort sur les lacs. L'an dernier, au Saguenay, une tragédie a eu lieu. En effet, 5 touristes français et leur guide québécois ont péri dans les eaux glaciales du lac Saint-Jean. Les motoneigistes étaient en route vers leur auberge à Saint-Gédéon. Ces derniers, au lieu de suivre la piste balisée qui est sans danger, ils ont plutôt décidé de prendre un chemin plus court, mais qui passe par la décharge du lac Saint-Jean. Un endroit qui ne gèle jamais selon plusieurs locaux. Ce chemin leur aura été fatal. Voici pourquoi il est bien important de suivre les balises lorsqu'on sort sur les lacs. C'est un très grand danger. Un autre facteur d'accident est la consommation d'alcool et de drogue au volant. En effet, 55% des accidents en motoneige sont liés à la consommation. Ceux qui consomment de la drogue et de l'alcool avant de conduire vous diront que cela n'affecte en aucun point leur conduite. Totalement faux lorsque l'on se fie aux statistiques. Donc, si vous ne voulez pas faire la page couverture de votre journal, s'il vous plaît, avant de sortir en motoneige, soyez prudents et soyez à jeun. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode hebdomadaire de C'est pas compliqué. On se revoit la semaine prochaine où Eric et Sabin iront faire de la planche à neige dans la cour de François Legault.